Ouais, je suis allée voir Capri ce matin. Mais aujourd'hui, on va pas parler de Capri, on va parler de Fidi. Hola les gars, ici Kaspersky, comment ça va? Mes amateurs de Fidi, aujourd'hui, c'est pour vous. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va préparer l'arrivée de votre Fidi. Alors je vais procéder par étapes, celle que je suis d'habitude, pour vous montrer comment je procède personnellement, en vous partageant mes astuces et surtout mes conseils. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Se renseigner sur l'espèce, bien évidemment. La Fidipus regius, c'est ce qu'on appelle communément une saltique ou une araignée sauteuse, ce qui signifie en tout cas qu'elle fait partie de la famille des salticidae. Alors pourquoi la Fidi vous séduit autant? Eh bien tout simplement déjà parce qu'elle a cet air super mignon qu'on peut expliquer par ces petits yeux ronds là qui vous regardent finalement droit dans les vôtres, avec ce petit air curieux et un peu attendri. Et aussi parce qu'elle est plutôt petite, elle fait environ 2 cm. Mais bon, elle est tout de même inscrite dans les plus grandes salticidées du monde. Moi je pense que c'est aussi grâce à sa carrure un petit peu mastoc. Elle est petite, mais bon voilà, elle est un petit peu stock, elle est pas toute fine avec des longues pattes qui se promènent de partout, mais elle reste quand même petite et donc ça, c'est vrai que ça aide à l'accepter un petit peu mieux. Et je pense qu'elle attire beaucoup de monde aussi, de par son maintien qui est assez simple une fois qu'on a tout bien capté au final. La Fidipus regius, c'est une araignée qui est solitaire et territoriale les gars. Donc là, vous allez pas la maintenir en groupe ou avec un copain ou une copine comme des animaux qui seraient grégaires comme par exemple le cloporte, vous voyez, ou les rats. Et elle a une petite espérance de vie malheureusement d'environ 2 ans. Les mâles y vivent eux par contre généralement un petit peu moins longtemps, entre 6 et 12 mois. On peut très facilement différencier les mâles des femelles sur cette espèce, surtout quand ils sont adultes étant donné qu'ils ont un dimorphisme sexuel. Alors qu'est-ce que c'est un dimorphisme sexuel? C'est un caractère spécifique d'une espèce qui vous permet de différencier les mâles des femelles, tout simplement. Donc là, l'exemple avec les Fidipus, la femelle, elle va plutôt être de couleur assez claire, avec des chélicères qui vont être soit roses, soit violets, soit bleus, voire verts. Alors que les mâles, généralement, ils sont noirs avec des petits détails blancs sur l'abdomen. Ils auront que les chélicères bleus ou verts. Alors il y a un autre moyen d'être sûr et certain du sexe de ta Fidi quand elle sera adulte, c'est de vérifier chez la femelle la présence de l'épigine, ou alors d'observer chez le mâle les pédipalpes matures qui auront au bout une espèce de petite excroissance en forme de grain de riz. Bon après, généralement, quand vous adoptez votre Fidi chez un éleveur, vous savez de sûr si c'est un mâle ou une femelle, votre éleveur saura vous le dire. Alors les Fidi, elles voient à 360 degrés les gars. Elles voient surtout hyper bien avec les petits yeux qu'elle a à l'avant, presque aussi bien que nous. Et leur manière de chasser est donc à vue et non sur une toile comme la plupart des araignées qu'on voit. Au moment de la chasse, c'est vrai que les sauts qu'elle peut faire lui sont bien utiles pour bondir sur sa proie et pouvoir l'attraper, et non attendre dans sa petite toile que la proie vienne. C'est pas du tout comme ça que les Fidis chassent. Elles ne font pas de toile pour attraper leur proie. Elles sautent vraiment sur leur proie. Elle aura juste un petit fil de rappel pour éviter la chute si son saut est raté. Et ce fil lui permettra de retenir sa chute si elle fait un mauvais pas. Elles sont vraiment du coup hyper intéressantes à observer dans leur manière de chasser. Ça change d'une araignée qui chasse dans une toile et qui attend sa proie. Après, il y a plein d'araignées qui font des toiles et qui sont hyper intéressantes à observer quand même, bien qu'elles chassent dans leur toile. Je regarde là-haut parce que j'ai des folks un petit peu partout dans les 4 coins de mon appartement. Mais voilà, vous avez des araignées qui sont quand même tac au tac quand elles voient un petit insecte, tac dans leur toile. Elles y vont hyper vite, tac tac tac, elles t'enroulent ça. C'est super intéressant aussi à observer. Mais les Fidis, voilà, ça change un petit peu d'habitude, elles bondissent, elles attrapent leur proie, enfin c'est vraiment une vraie chasse. En revanche, bien que ce soit des bonnes chasseuses, elles préféreront rester autour de leur nid, vous voyez, elles vont plutôt être casanières, les Fidipus regius. Surtout quand elles sont pas en chasse, quand elles ont pas faim, elles vont vraiment rester autour de leur nid, observer un petit peu ce qui se passe autour, voilà, un petit peu prendre l'air, mais elles vont pas forcément, c'est pas des araignées qui vont forcément se balader toute la sainte journée. Après ça dépend des individus, on parlera un peu plus de ça tout à l'heure. Maintenant que je vous ai fait la partie un petit peu théorie, on va passer un petit peu plus à la pratique et je vais vous emmener là où il y a mes Fidis, comme ça j'aurai des exemples un peu plus concrets pour vous appuyer mes propos. Et de toute façon, vous savez bien que dans cette vidéo, on va monter un terrarium ensemble pour accueillir
votre prochaine FIDI. C'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui, hein. Allez, c'est parti, suivez-moi. Nous avons donc, si vous avez bien suivi, celui de Rolleray, celui de Anouche, et un autre terrarium que j'avais fait de base pour les FIDI, mais une fois que je me suis renseignée, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas mettre une FIDI dedans car c'était trop grand. On en parlera après. On va parler maintenant du terra idéal pour votre FIDI. Alors déjà, avant d'adopter votre FIDI, moi je vous conseillerais toujours de toute façon, n'importe quel animal que ça soit, d'installer vos installations, de préparer vos installations avant d'accueillir l'animal. Pour quel animal que ce soit un serpent, un lézard, des poissons, ce que vous voulez, moi je vous conseille vraiment de préparer avant, même des rongeurs, hein. Préparez vraiment vos installs avant et ainsi vous pourrez contrôler, surtout, vous voyez, pour des terrariums, etc. C'est vraiment important pour pouvoir contrôler les paramètres. Parce que effectivement, la FIDI, pendant la journée, on va la maintenir entre 22 et 28 degrés et la nuit entre 20 et 22 degrés. Ça, c'est hyper important de faire une baisse la nuit pour qu'il y ait vraiment cette espèce de photopériode, vous voyez, bah voilà, cet effet jour-nuit, comme dans la nature finalement, hein. Parce que s'il fait la même température 24-24, la FIDI ne se rend pas trop compte des changements, tout simplement jour-nuit, hein. Il vous faut donc, pour les périodes un petit peu automnales, hivernales, vous voyez, quand les températures chutent dans notre habitation, il faut pouvoir les contrôler et donc avoir un tapis chauffant. Donc moi, le tapis chauffant, il est juste ici, vous voyez, il n'est pas sous le terrarium comme on pourrait le faire pour un serpent par exemple, il est vraiment sur le côté pour créer ce point chaud pour la FIDI, pour qu'elle puisse venir se réchauffer à l'endroit où il y a le tapis chauffant. Donc ça chauffe une vitre seulement du terrarium. Moi, je vous conseille vraiment de la mettre sur un côté du terra. Derrière, ça va tout chauffer l'arrière, donc moi je vous conseille pas parce que souvent elle va aller se cacher derrière. Là au moins elle a le choix d'aller sur la vitre chauffée. Donc là vous voyez Rolleray, hop, il est chauffé de ce côté-ci et Anouche est chauffé de ce côté-ci. Ça leur fait donc un petit point chauffé à eux où ils peuvent venir quand ils ont froid. Pour fixer vos tapis chauffants sur le côté, soit vous avez la chance d'avoir un mur juste à côté de votre terrarium, ou si votre terrarium est dans un meuble ou quoi que ce soit, qu'il y a une paroi sur le côté, vous pouvez coller votre tapis chauffant directement sur la paroi avec du scotch aluminium, il me semble que ça s'appelle comme ça. Là, moi j'ai un petit support de tapis chauffant que j'avais acheté chez Mac 3D, qui s'appelait comme ça au début, mais alors je pense qu'il s'appelle plus comme ça parce que je le vois plus passer sous ce nom-là sur Instagram, donc il a dû changer de nom, de toute façon je vous le mets ici. Donc c'est un petit support de tapis chauffant, d'ailleurs ma LED elle vient du même endroit. Ça vous permet tout simplement de caler le tapis chauffant et de pouvoir le mettre à côté de votre terrarium, même si vous n'avez pas de mur pour le scotcher. Ça c'est super pratique. Didipus d'ailleurs ils en font des trop cool parce que vous pouvez faire passer le câble sur le côté et ça c'est vraiment hyper pratique. Parce que là vous voyez moi je me suis débrouillée pour faire passer un petit peu mes fils, tac tac tac. C'est un peu la galère, on va pas se plutôt. Ça, c'est pour la gestion de la température. Pour la gestion de l'hygrométrie, parce que oui, quand vous aurez une FIDI, il faudra gérer l'hygrométrie. Donc déjà, pour contrôler votre hygrométrie, il vous faudra un hygromètre. Donc ça, ce n'est pas un thermomètre, c'est le pourcentage d'hygrométrie. Donc là, vous voyez, je suis à 59% chez Anouche. Ça me permet de savoir le taux d'hygrométrie dans l'air, car il doit être situé entre environ 50 au minimum et au maximum 75%. On va éviter d'aller au-dessus, ça sera un excès d'hygrométrie pour la FIDI. Voilà, il faut vraiment, quand vous arrivez à 80%, il faut que vous sachiez que, enfin, faut que vous soyez sûr que votre hygrométrie peut redescendre drastiquement hyper vite, parce que sinon ça peut être fatal pour la FIDI si elle reste à longueur de temps à 80% d'hygrométrie, c'est beaucoup trop élevé. C'est pas forcément un animal tropical la FIDI, hein. Là par exemple Anouche elle vient de Floride, vous voyez, donc Nord Floride, donc c'est pas tropical, hein, on n'y est pas, hein. Bref, en tout cas, il vous faudra ce petit matériel pour contrôler l'hygrométrie et que vous soyez sûr qu'elle soit contrôlable. Moi, vous voyez, quand j'ai mis ces terrariums-là en route, j'étais à 80 voire 90% d'hygrométrie. Je n'arrivais pas à gérer l'hygrométrie, donc je n'ai pas adopté de Fidipus directement. J'ai attendu vraiment que les paramètres se stabilisent pour pouvoir mettre ma FIDI dans son petit terrarium. Là, vous voyez, Rolleray, il est à 64% d'hygrométrie et j'ai aussi la petite température qui s'affiche parce que c'est un hygromètre et thermomètre, ceux qui sont sur les terrariums de Didipus. Là, j'ai mis les 2 grilles d'aération parce que oui, ils m'ont envoyé 2 grilles d'aération
J'ai mis les deux parce que là en fait moi j'avais un petit excès d'hygrométrie à un moment donné, j'arrivais pas à faire évacuer l'hygrométrie, donc je me suis dit tiens, bien pratique d'avoir deux grilles. J'ai mis les deux. C'est pas très esthétique parce que ça me gâche vachement de vue étant donné que c'est un tout petit terrarium, mais bon, ça fait bien le taf et franchement ça fait vite évacuer l'hygrométrie. Afin de pouvoir gérer votre température, votre hygrométrie, le fait que ça s'évacue, le fait que l'air circule, etc. Vous me voyez venir. L'aération, les gars, c'est super important dans vos terrariums. Alors les Exoterra sont réputés pour avoir une aération un petit peu excessive, mais en attendant, moi comme je fais des terrariums plantés, c'est bien pratique parce que quand j'arrose bien mes plantes, ça permet de s'évacuer assez vite parce que vous voyez, vous avez des grosses grilles. Attendez, je vais vous montrer sur celui-là. Tac, dans les Exoterra, vous avez des grosses grilles comme ça qui permettent, c'est vrai, une grosse aération. Et en plus, vous avez des aérations sur le devant des terrariums. Super pratique. Par contre, en aérant, faites attention à vos terrariums, que tout soit bien isolé, qu'il n'y ait pas de fuite de la Phidy. Vous voyez, moi, je peux pas vous montrer sur celui-là, mais j'ai fait la même chose. J'avais bouché les jours avec du papier toilette, tout simplement, pour pas que ma Phidy s'enfuit quand elle était toute petite. Enfin, moi, après, Anouche, je l'ai eue, elle était déjà L7. Donc elle était déjà à sa 7e lue. Mais en attendant, on sait jamais, une araignée ça peut se faufiler, elle peut s'aplatir, elle peut vraiment se faufiler dans des petits recoins. Donc moi j'ai préféré tout boucher avec du PQ, tout simplement. Là, pour les terrariums d'Oedipus, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, on a beaucoup d'aération, donc notamment on peut rajouter des grilles pour faire une aération un petit peu plus performante, et vous avez aussi une aération au-dessus du terrarium. Au niveau du choix de votre terrarium, vous allez me prendre un terrarium réponse A qui s'ouvre par le dessus, réponse B qui s'ouvre par le devant, ou réponse C qui s'ouvre vers le dessous. Oui, ça existe. Oui, on peut avoir des terrariums qui s'ouvrent par le dessous. Je vous laisse réfléchir 5 secondes. On va éliminer une seule réponse, c'est-à-dire les terrariums qui s'ouvrent par le haut. Parce qu'effectivement, vos Phidy, elles vont pouvoir faire leur nid, enfin, elles vont principalement faire leur nid sur le dessus, évoluer en fait sur le dessus de votre terrarium. Et si vous prenez des terrariums qui s'ouvrent vers le dessus, vous allez sans cesse détruire leur nid pour les nourrir, pour intervenir dans le terrarium vaporisé, etc. Vous allez sans cesse détruire leur nid. Donc je ne vous conseille absolument pas de partir sur un terrarium qui s'ouvre vers le dessus, mais plutôt un terrarium qui s'ouvre avec une petite porte comme ça vers le devant, ou une petite guillotine, ou qui s'ouvre par le dessous. Parce que vous savez, vous avez des gens qui prennent des sortes de tupperware ou des petites boîtes qui servent un petit peu de tupperware finalement de base et qui les réaménagent en terrarium, mais en fait ils les mettent à l'envers et le couvercle est en dessous. Donc comme ça vous enlevez tout votre terrarium en gros et vous avez le couvercle qui sert de support, de fond en fait au final. Et ça peut être très adapté pour votre Phidy, il faut juste être un petit peu bricoleur, refaire des petites aérations sur le dessus, sur le côté, peu importe. Tant que votre terrarium fonctionne bien, tout va bien. L'important c'est qu'il n'y ait pas de couvercle pour ouvrir et fermer votre terrarium. En termes de dimension de terrarium, ça c'est trop grand. Il fait 20 par 30. C'est trop grand pour une Phidy, même pour une femelle, ça reste trop grand. Donc ça vous oubliez, vous allez rester sur ces formats-là de terrarium. Donc là on est sur du 20 par 20 de chez Exoterra, qui est très bien pour une femelle, qui est le maximum d'ailleurs pour une femelle. Et là on est sur à peu près du 15 par 10 chez Oedipus du coup. Donc là, vous sur le site, vous aurez affiché 16,5 par 11 par 11 si je ne me trompe pas. Alors je pense que c'est les dimensions extérieures, je veux pas vous dire de bêtises, mais ça c'est idéal par exemple pour un mâle ou pour une femelle qui va être encore en évolution, c'est-à-dire vous voyez L5, L6, voilà même jusqu'à L7, ça pourrait être encore adapté pour une femelle. Ensuite c'est bien quand même de la passer dans un petit terrarium comme ça. Après, tout dépend du caractère de votre Phidy. Vous allez avoir des Phidy qui vont être, que ce soit des mâles ou des femelles, très à l'aise, de très bonnes chasseuses, très curieuses, comme par exemple Anouche qui est tout le temps au taquet, tout le temps en train d'observer, de gambader, vouloir chasser, tac tac tac, elle est tout le temps au taquet. Contrairement à Rolleray par exemple, qui est plutôt du caractère assez timide, assez maladroit, un petit peu plus réservé, un petit peu moins agile aussi, un petit peu moins explorateur. Voilà, ça c'est le caractère de Rolleray et Anouche est complètement l'inverse. Donc là vous avez les deux caractères types chez les Phidy finalement. Là moi du coup Anouche, je sais que je peux la laisser là-dedans. J'ai vraiment attendu, au début elle était dans sa petite boîte que Oedipus du coup m'avait passée quand je l'ai adoptée. Et en fait j'ai attendu vraiment de voir un petit peu son caractère, voir si je pouvais vraiment la mettre dans un terrain comme ça, parce que du coup au début j'étais un peu dubitative. Au final j'ai vu qu'elle était assez au taquet, assez curieuse etc. Donc je l'ai passée là-dedans et elle le vit très bien.
Par contre, Rolleray, je vois qu'il a vraiment le caractère type d'une Fidji, c'est-à-dire qu'il reste juste autour de son nid, il chasse un petit peu, mais il est hyper maladroit pour chasser. Voilà, voilà, il faut observer votre Fidji et vraiment se plier à ses demandes aussi. C'est tout un travail d'observation, vous voyez. Si vous voyez que votre Fidji, vous l'avez mis dans un terrain trop grand, qu'elle fait plein de nids tout le temps, partout où elle va, elle fait un nid pour être sûre d'avoir un endroit où dormir le soir, là c'est potentiellement un petit signe de stress. Après, pas d'inquiétude en soi si votre Fidji fait plusieurs nids. Par exemple, moi, Anou, je crois qu'elle en a fait 4 à peu près. Voilà, quand j'éteins la lumière le soir, vous voyez, j'ai une lumière en plus progressive. Et quand elle sent que la lumière baisse, elle est en mode ok, là c'est l'heure d'aller faire dodo. Donc vite, elle regarde le nid le plus proche et elle va dans son nid. Elle a juste fait quelques nids pour être sûre d'avoir un endroit où dormir là où elle est dans le terrarium. Mais elle a capté qu'elle était dans un terrain, qu'elle n'était pas non plus dans la jungle et qu'elle n'avait pas besoin de faire 156 nids. De stress quoi. Donc ne vous en faites pas si votre Fidji fait plusieurs nids, c'est pas forcément un signe de stress extrême, hein. Ça peut être normal aussi. Alors l'idéal, selon moi, pour votre terrarium, si vous devez faire un choix, parce que vous devez peut-être vous poser la question, oui on peut faire avec de l'artificiel, mais moi je préférerais toujours planter quand on peut, parce que vous voyez c'est vrai que par exemple moi qui suis beaucoup avec des serpents, on a rarement l'occasion, des gros serpents notamment, entre guillemets, on a rarement l'occasion de pouvoir planter son terrarium parce que quand on est dans des petits formats entre guillemets, vous voyez quand on n'est pas dans un zoo par exemple avec des énormes terrariums, on peut pas forcément planter parce que le serpent a vite fait de tout dézinguer parce qu'on est obligé de mettre des plantes assez petites entre guillemets qui vont rentrer dans le terrarium. Bon, c'est vite compliqué. Alors que là, quand on est sur des petits animaux comme ça, qu'on a l'occasion de planter, les gars, plantez, franchement plantez. C'est bénéf déjà visuellement, c'est plus joli. C'est bénéf pour votre hygrométrie, pour garder votre hygrométrie en place, etc. C'est bénéf pour votre animal, il se sentira plus chez lui, c'est plus naturel. C'est bénéf sur plein de points. Alors oui, ça demande un petit peu plus de surveillance entre gros guillemets, mais en soi pas tant. Une fois que votre terrarium est lancé, il est lancé, voyez. Donc moi ce que j'aime faire c'est mettre mes plants sur sol bioactif, donc je vais vous expliquer comment je fais, et drainant surtout. Donc on va passer à la mise en place du terrarium tout de suite, comme ça je peux vous expliquer tout ça en même temps. Bien entendu, comme vous le savez, c'est ce terrarium là qu'on va mettre en place aujourd'hui. Il vient donc de chez Didipus, c'est eux qui me l'ont envoyé. Et moi j'ai trop hâte de le mettre en place tout simplement. Je n'ai pas de Fidji encore à mettre dedans parce que comme je vous l'ai dit, il n'est pas encore en place. Moi je préfère être sûre de mes paramètres avant de mettre tout animal dedans. Alors là pour l'instant les températures commencent à se réchauffer, donc il fait assez chaud de manière naturelle dans mon appartement, surtout que j'ai le soleil qui tape toute la sainte journée chez nous. Par la suite il me faudra un tapis chauffant que j'ai déjà du coup de côté. Donc c'est un tapis chauffant qui est plus grand que celui-ci. Lui c'est un 7 watts. Alors du coup je pense que je mettrai ce terrarium à côté de celui-là, comme ça je pourrais faire un mur tapis chauffant un petit peu plus grand, parce que vous voyez que ce terrarium est plus haut, forcément il fait 30 cm de haut, parce que évidemment j'ai un projet pour celui-là, restez connectés. Pour faire votre terrarium, munissez-vous d'une grosse cuillère, parce qu'on va partir sur la mise en place du substrat bien évidemment. Alors moi mon substrat, comment je le fais un substrat drainant et bioactif, parce que oui, vous n'allez pas aller chercher les amis de la terre dans votre jardin ou dans la forêt, parce que là vous allez déjà ramener potentiellement des petits parasites, mais c'est pas ça le plus gros souci. Le plus gros souci pour moi c'est que vous allez avoir un sol qui va tout simplement se compacter et amasser de l'eau. En fait vous allez avoir des moisissures, ça va être une horreur. Ne faites pas ça, j'avais fait ça, première erreur de débutant, j'avais voulu faire ça moi dans mon premier terrarium, c'était une catastrophe ambulante, j'avais eu des moisissures, ça n'allait pas du tout, faute de m'être renseignée avant bien évidemment. Alors là vous allez du coup prendre de la perlite, vous allez mélanger ça avec de la tourbe blonde ou de la tourbe de coco par exemple, peu importe, de la tourbe, et vous allez me rajouter un petit peu de sphaigne. Alors qu'est-ce que c'est la sphaigne? Attendez, je vais vous montrer ça tout de suite. La sphaigne, c'est cette chose-là. Alors, ça se présente comme ceci. Là, vous voyez, elle est toute séchée, elle est toute déshydratée. Faut l'humidifier un petit coup. Et puis, en fait, ça vous permet tout simplement de garder un petit peu d'hygrométrie dans votre sol et aussi d'absorber les trop pleins d'eau. Donc là, moi, dans mon sol, j'ai 2-3 cloportes qui sont sauvages, tout simplement, qu'on a trouvé dehors. C'est pour garder mon sol actif. Et j'ai aussi, du coup, mis des colamboles dedans. Qu'est-ce que c'est les colamboles? C'est des petites bêtes que vous achetez sous ce format-là dans des petites boîtes. Alors vous avez une boîte qui est remplie de terre avec des colamboles dedans, donc ça coûte pas cher pour ce que c'est, vous en avez plein dedans. Et moi bon, il y a un petit bout de mue de serpent parce qu'elle mange ça, elle aime bien.
Et ça vous permet de rendre un petit peu plus votre sol actif, bioactif. Après moi je suis pas une professionnelle du substrat, du bioactif, etc. Mais voilà, je vous donne 2-3 conseils pour partir sur une base quand même bien solide, on va dire. Si vous avez des conseils à m'apporter, s'il y a des professionnels du substrat, je suis preneuse. Bien évidemment, on est sur l'échange ici, on aime échanger, on aime s'apporter des connaissances, on est là pour ça. Ce qu'on va donc commencer à faire, c'est déjà tapisser le sol de notre terrarium avec le substrat qu'on a fabriqué juste avant. Alors par contre moi pour ce terrarium je ne vais peut-être pas prendre les cloportes que j'ai mis dans mon substrat ici parce que j'aimerais bien en reprendre peut-être des plus stylés à la bourse parce que j'avais vraiment flashé sur les Wenery et j'aimerais vraiment en avoir, donc voilà, peut-être que je reviendrai avec des Wenery, je ne sais pas encore, mais bref. En tout cas je voulais juste vous dire qu'il existe des milliers et des milliers de recettes de substrats un petit peu bioactifs. Voilà, là c'est la mienne que je vous partage, mais il y en a plein d'autres. C'est pas la recette officielle du substrat, vous voyez. Il y en a plein d'autres, mais la mienne fonctionne très bien, donc voilà, vous pouvez très bien reprendre celle-là. On va donc, prendre de notre substrat et le disposer dans le fond de notre terrarium. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre quand même une couche assez épaisse, étant donné que je vais planter mon terrarium pour que les racines puissent quand même pousser, malgré le fait que ce soit quand même un petit espace. Et surtout, vous voyez, le petit fond de terrarium de Didipus me permet de faire ça, étant donné qu'il arrive ici. Une fois que vous avez réalisé ce chef-d'œuvre de disposer votre substrat dans le fond de votre terrarium, vous allez bien évidemment me présenter vos petites plantes que vous avez été choisir à votre jardinerie la plus proche. Alors moi voilà, j'ai sélectionné quelques plantes que j'ai été sélectionnées du coup dans ma jardinerie et je vais du coup essayer de les planter un petit peu dans le terrarium sans cacher le fond parce que vous voyez, j'aimerais bien quand même que ce soit visible et que ce soit joli. Pendant que je fais ça, je vais vous expliquer quand même 2-3 choses. Alors on va parler un petit peu de nourriture. Donc pour nourrir votre Pheidipus, vous allez vous procurer des petites drosophiles et lui donner jusqu'au stade L4, donc c'est-à-dire jusqu'à sa 4e mue. Donc pendant tout le stade L4 du coup. Vous en trouverez facilement sur internet, en boutique Terrario ou même en bourse aux reptiles bien évidemment. Puis ensuite, quand elle fait sa 5e mue, c'est la galère parce qu'il y a déjà des racines qui ont... Fuck. Puis ensuite, quand elle a fait sa 5e mue, qu'elle est au stade L5, vous partez au supermarché le plus proche, vous allez dans le rayon pêche, ou alors dans l'animalerie la plus proche, hein, vous allez dans le rayon pêche et vous allez vous munir d'une petite boîte d'asticots de pêche, tout simplement, pour pouvoir les donner à votre Pheidi. Alors ce qui est pratique avec les asticots de pêche, c'est que ça vous fait déjà 2 repas différents, c'est-à-dire les asticots et les mouches que vous allez pouvoir donner à votre Pheidi. Donc les asticots qui sont bien riches, donc faut pas en donner non plus trop, hein, pas en excès, c'est vraiment quand vous n'avez pas de mouche de dispo et que vous voyez que votre Pheidi est assez maigre, ben voilà, vous allez donner un petit asticot. Mais faut pas que ce soit le repas principal de votre Pheidi. Une fois que vous aurez votre petite boîte d'asticots, ce qui est pratique, c'est que vous en avez à profusion et vous allez pouvoir ralentir leur métabolisme en les mettant dans le frigo pour que ça vous fasse du coup des pupes. Donc les petites pupes de mouche, vous savez, c'est l'état entre l'asticot et la mouche. Ça fait comme une petite chrysalide pour qu'après l'asticot se transforme en mouche. Ça, vous allez pouvoir, bien pratique, du coup, les faire éclore directement dans votre terrarium. C'est-à-dire quand vous partez en week-end, vous voyez, vous partez une semaine ou quoi, vous mettez tac des petites pupes dans votre terrarium et ça va éclore normalement en quelques jours. Quand vous avez des mouches et que vous savez pas comment les attraper parce que c'est vrai que les mouches ça vole, vous mettez votre mouche 15 minutes au frigidaire, mais comme normalement vos petits asticots ils seront au frigidaire, vous mettez votre mouche 15 minutes au frigidaire, ça va un petit peu la sonner, ça va un petit peu la ralentir, vous pourrez l'attraper bien plus facilement avec une petite pince comme ça, et la mettre dans le terrain de votre Pheidi, tout simplement. Voilà, hein, la nourriture, ne vous en faites pas une montagne, hein, il faut pas faire un élevage d'insectes ou quoi que ce soit, enfin c'est pas compliqué, hein, c'est vraiment... vous prenez une boîte d'asticots et ça va tout seul, hein. Vraiment, n'ayez pas peur de ça, c'est très très simple. Moi j'avais un petit peu peur, c'est vrai, d'avoir des animaux qui mangent des insectes et au final c'est très simple. Alors attention, vous pouvez voir où elles en sont les Pheidi en guettant leurs abdomens. C'est-à-dire que l'abdomen de la Pheidi, s'il est bien plus petit que sa tête, et ben vous allez vite la nourrir, ça veut dire qu'elle est affamée. En revanche, si l'abdomen est bien plus gros que sa tête, ça veut dire qu'elle a un petit peu trop mangé à la cantine, on va se calmer sur les ratios. Et si l'abdomen est de la même taille que la tête, vous pouvez la nourrir.
Attention à ne pas trop nourrir votre Phoebe parce que ça peut être trop mignon tout ronron quand elle a les grosses fesses, hein, mais ça peut être très dangereux. Ça peut se décrocher en fait de son corps. Donc là, vous imaginez la catastrophe, votre araignée elle est décédée en fait. Hein. Si l'abdomen se décroche parce qu'il est trop lourd, là votre araignée c'est dead. Il y a tout son système qui s'en va en fait à l'autre bout de son terrarium. Donc c'est non. On ne surnourrit pas son araignée, c'est très dangereux les amis. Alors les mâles vont avoir tendance à être un peu plus minces, à moins manger, ne vous inquiétez pas, c'est totalement normal. Alors celles-ci, je vais les garder pour les mettre dans le grand terrarium parce qu'elles sont déjà un petit peu grandes pour être mises dans celui-là, vous voyez. Hein, on réfléchit stratégique, c'est pas parce qu'on a acheté des plantes exprès pour un terrain qu'on est obligé de tout fourrer dedans, surtout quand on a un tout petit terrarium comme ça. Hein. Donc ça, plus stratégique, je le mettrai là-dedans, surtout que l'animal que je vais mettre dedans, ça lui fera un petit peu plus de surface à explorer, c'est pas plus mal. Alors les Phoebe, elles peuvent ne pas manger pendant plusieurs temps, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, c'est complètement normal si elles ne mangent pas plusieurs temps d'affilée, hein, plusieurs jours d'affilée, elle va très bien s'en sortir, elle ne va pas mourir instantanément, ne vous inquiétez pas. Quand je plante des plantes, tac, je défais un tout petit peu les racines pour montrer à la plante qu'elle a été libérée de son mini-pot, mais je n'enlève pas la terre qu'il y a tout autour, surtout que voilà, c'est un substrat qui est un petit peu comme le mien, vous voyez, qui est drainant, il y a un petit peu de perlite dedans. Il n'y a pas de souci. Faites très attention quand vous manipulez des petites plantes comme ça à ne pas casser les racines. Alors moi ce que je vais faire c'est que je vais même les humidifier un petit peu parce que là c'est extrêmement sec. Hop, je prends mon petit pipit. D'ailleurs je vous ai pas dit mais quand on fait l'hygrométrie, hein, quand on fait le petit spray là pour nos Phoebe pour remettre un petit peu d'hygrométrie, moi je vous conseille vivement d'avoir de l'eau osmosée hein, parce que l'eau du robinet vous allez avoir du calcaire, ça va vous en foutre partout sur les vitres, ça va être trop dégueu au bout de pas longtemps, donc vraiment faites attention à ça. Alors moi je réfléchis là comme un aquarium, hein, je mets des plantes plutôt hautes dans le fond, alors pour pas que ça casse toute la vue du premier plan. Et en parlant de pipit et d'hydratation, votre Phoebe, elle peut effectivement s'hydrater en buvant les petites gouttes quand vous vaporisez pour l'hygrométrie du terrarium et pour arroser vos plantes, mais elle va s'hydrater principalement en mangeant ses proies, donc pendant ses repas. Parce que vous voyez, quand elle va déguster sa petite mouche telle une pomme-pote de pomme, hein, finalement, puisqu'elle va aspirer tout ce qui se passe dans la mouche et ensuite laisser le cadavre tomber au sol. Donc ça fait un peu comme une pomme-pote de pomme, hein, finalement. Et ben elle s'hydrate en même temps qu'elle mange, hein, finalement. Donc vous n'allez pas systématiquement la voir boire dans les petites gouttes que vous mettez. Donc ne vous inquiétez pas, ne vous acharnez pas sur le fait de donner de l'eau à votre Phoebe tous les jours. Hein. Surtout si votre hygrométrie est élevée, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de vaporiser tous les jours du tout. Ne vous inquiétez pas. Alors là, on va pas être au max de la déco que j'ai prévu pour ce terrarium parce que vu que je vais à la bourse de Repticable, comme vous le savez, ce week-end, j'ai prévu d'acheter du coup déjà des petites, vous voyez, des petites racines araignées. Je vous mets une petite image pour vous donner l'idée. Donc j'ai prévu de mettre ça pour faire vraiment du branchage parce que j'ai remarqué qu'en mettant des branches tac 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 les unes sur les autres, c'est vraiment très pénible à aménager et ça fait beaucoup moins joli, ça fait beaucoup moins de surface pour l'araignée. Donc moi je voulais vraiment prendre une petite racine, comme ça va bien faire. Puis pour le terrarium de Rolleray, c'est pareil, je veux le refaire complet, il me plaît pas du tout et j'ai l'impression que Rolleray il lui plaît pas non plus. Donc on va tout refaire et on va repartir sur de bonnes bases, surtout que la plante que j'ai mis dedans elle est sèche de chez sèche. Donc on va repartir sur de bonnes bases pour Rollerito le pauvre, avec son petit terrarium tout défait qui ne me plaît pas du tout. Ça c'est une petite phytonia là, je pensais que j'allais pouvoir prendre plusieurs boutures pour remettre un petit peu dans mes terras des buissonnantes là, mais non. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était les plantes que j'ai mises. Enfin, en même temps, je les connais pas trop, je vous avoue. Puis je sais pas si c'est les bons noms qu'il y a marqués sur le pot. Étant donné que j'ai pris ça, bon, je vais vous le dire, à Jardiland, hein, et je sais pas si c'est les bons noms. Donc là, celle-ci c'était une alocasia. Donc je crois que c'était celle-là, la première, qui me disent que c'est une alocasia. Ah non, c'est celle-là. Ils me disent que ça c'est une alocasia, je crois. Ou celle-là, je sais plus. Enfin bref, une des deux est une alocasia. Et la deuxième est une Epipremnum marble. Donc je sais pas s'il y a des connaisseurs de plantes qui sauraient nous dire le nom des espèces là, enfin des variétés. J'en ai aucune idée. Ça en tout cas c'est une phytonia, mais je ne sais pas laquelle, hein, c'est pareil. Donc nous allons disposer notre phytonia qui est beaucoup trop énorme du coup. Parce qu'en fait je pensais que ça allait me faire plein de boutures comme la première que j'avais achetée, mais que nenni. Alors je vais tenter de la bouturer, mais je ne vous promets rien. Heureusement mon copain est jardinier, donc peut-être qu'il saura m'aider. Et peut-être qu'il va me dire pourquoi t'as coupé comme ça, c'est une tragédie. Je ne sais pas, je ne sais pas. On fait ces expériences en terrario, c'est beaucoup ça. Hein. Les fanats de plantes, hein, je suis désolée d'avance. Je suis désolée d'avance,
d'avance pour le crime que je suis en train de commettre là. Elle est beaucoup trop énorme pour le terrarium que j'ai prévu de faire tout de suite là maintenant quoi. Voilà, comme ça me convient un petit peu mieux. Ça prendra un petit peu moins de place. En fait, vous voyez, j'aime bien quand même leur laisser l'opportunité de grandir un petit peu. Parce que déjà qu'on est dans une petite surface, hop, je veux pas qu'elle soit directe au max de ce qu'elles peuvent faire quoi. Tac tac tac, on remet un petit peu de terre. Bon désolé, j'ai pas encore tout le matériel pour faire des gros plans, de revenir en plan comme ça, hein. J'aurais deux caméras, je le ferai, mais là c'est un petit peu compliqué, on va pas se mytho, hein. Et puis voilà, on va rajouter ça, donc ça il me dit que c'est une peperomia. Je sais pas si c'est vrai, mais voilà. Je saurais pas vous dire le nom des plantes. Certains vont me dire, mais what the fuck, pourquoi tu choisis pas les plantes qui sont en rapport avec l'habitat naturel de la Physipus, non. Parce qu'écoutez, ça le fait très bien avec les plantes que je choisis et j'aimerais bien faire un truc qui m'inspire esthétiquement parlant. Donc c'est vrai que je choisis pas des plantes qui sont forcément locales, en cohérence avec la localité de ma Physipus Regius. Je vous conseille de le faire hein, si vous avez la déterre de trouver les plantes qui sont en rapport avec le milieu de votre physie, c'est toujours mieux. Hein. Mais voilà, moi j'ai pris les petites plantes que je trouvais jolies, tout simplement. Hein, voilà. Bon, j'ai à peu près réussi à séparer, je sais pas si j'ai fait trop du dégât. Inch'Allah que non, non. Est-ce qu'on partirait pas sur quelque chose de magnifique là? C'est très beau tout ça. Ça me plaît beaucoup, sachant que elles vont un petit peu pousser dans le fond. Vous voyez, bon, je sais pas si on va voir Groot au final dans le futur, hein, mais en tout cas, je trouve ça très beau. Je suis très contente de ce terrarium. Il faudra juste, vous voyez, mettre un petit peu plus de branchage, un petit peu plus d'enrichissement pour la Phoebe, parce que là, ça lui fait pas du tout assez de surface de chasse, si vous voulez. Celles-là, je vais donc les garder pour les autres terrariums. Une fois que vous avez tout mis en place, bien sûr, vous vaporisez un coup pour hydrater toutes vos petites plantes, hein. Tout ce beau monde, là, tac, 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 tac. Donc là, vous pouvez y aller, hein, s'il n'y a pas de Phoebe dedans, vous hydratez bien. Et bien sûr, vous allez mettre une lampe au-dessus de votre terrarium, comme j'ai pu faire là, vu que là, c'était pas inclus dans le terra. Bon, j'aurais bien mis une petite plante là dans la tête de Groot, mais j'ai peur qu'elle atteigne trop vite le sommet du terrarium. Mais sinon, vous auriez pu, si vous prenez ça, vous pouvez mettre une petite plante, vous savez les plantes qui tombent là un petit peu, et ben vous pouvez mettre ça dans la petite tête de Groot, ça peut faire super sympa, ça peut lui faire comme des petits cheveux qui tombent sur le côté. Moi je pense que je me servirais de ça pour mettre des pupes, par exemple quand je pars ou quoi. Moi ça me sert en fait vraiment à contrôler le fait que la pupe elle a pas été consommée dans le substrat, parce que des fois j'ai des cloportes qui bouffent la pupe alors que la mouche n'est pas encore sortie. Les petits gourmands, bon, finalement les petits gourmands. En tout cas là ça me permet bien de contrôler que soit la pupe n'a pas éclos, soit la pupe a éclos, la mouche a été mangée, enfin vous voyez ça me permet d'avoir un petit contrôle quand même dessus. On va parler maintenant de manipulation de votre Phoebe. Votre Phoebe, vous pouvez la manipuler bien évidemment. Alors vous avez des Phoebe qui vont être plus ok que d'autres. Vous avez surtout les toutes petites Phoebe. Si vous voulez manipuler votre Phoebe, il faut vraiment l'habituer dès que vous l'avez. Voilà, il faut la prendre de temps en temps. Mais après, il faut savoir que même si vous allez avoir des Phoebe qui sont plus ok que d'autres, ça reste pas un plaisir extrême pour elles. Donc franchement, n'adoptez pas une Phoebe pour la manipuler. Parce que vous allez tout simplement la stresser. Si c'est pour la manipuler tous les jours, ça ne sert à rien, vraiment. Et quand vous voulez manipuler une Phoebe, faites attention aussi à bien utiliser un pinceau et pas par exemple une pince. Vous voyez, on attrape par exemple les mouches avec ça ou les asticots, parce que au pire, si on l'éclate, c'est pas très grave, hein. Par contre, votre Phoebe, si vous l'éclatez dans votre pince, on n'a que les yeux pour pleurer finalement. De toute façon, quand vous attrapez votre Phoebe, c'est bien, on la pousse avec le petit pinceau, on la laisse venir sur une surface, on lui propose nos mains. Moi, ce que je fais pour les habituer, c'est que je mets un asticot par exemple ou une mouche dans ma main et je la laisse venir chasser sur ma main directement pour voilà enrichir positivement cette plateforme. Parce que votre Phoebe, si vous essayez de l'attraper avec les doigts, de l'emprisonner un petit peu, vous voyez, de l'immobiliser, elle va mal le prendre. Hein. Clairement, elle va mal le prendre, elle va essayer peut-être de vous mordre, en tout cas, ça va vraiment la stresser, c'est pas ouf du tout. En revanche, n'ayez pas peur non plus de la morsure, hein. Ça arrive déjà très rarement, les Phoebe, ça mord rarement. Et la plupart des morsures, elles sont souvent sèches. Sèches, c'est ce qu'on appelle les morsures sans venin. Et au pire, s'il y a du venin, ça vous fait à peu près l'effet d'une piqûre d'abeille. Donc oui, ça gratte, oui, ça pique, oui, ça fait pas du bien. Mais c'est pas grave, mis à part si vous êtes allergique, bien évidemment.
Je voulais aussi vous parler de la mue. Donc quand elle fait un cocon assez dense et que vous ne la voyez plus pendant plusieurs jours, c'est sûrement qu'elle est en train de muer. Pas d'inquiétude, évidemment, quand elle mue, ça peut durer plusieurs jours. Hein, ne vous inquiétez pas, même si vous voyez la mue qui est déjà tombée à travers le cocon, que vous voyez comme s'il y avait 2 araignées dans le cocon, hein, c'est la mue. Et ne vous inquiétez pas si votre Fidi ne sort pas tout de suite, elle n'a pas cané, hein, elle est juste en train de sécher. Parce que en fait, quand votre Fidi vient de muer, elle est toute ramollie et en fait le fait de sortir et par exemple de chasser directement après sa mue, ça pourrait vraiment déformer les chélicères et puis l'empêcher de chasser et de manger par la suite quoi, ça pourrait être vraiment handicapant. Donc laissez surtout votre Fidi, si elle reste plusieurs jours dans son cocon, n'intervenez pas. N'intervenez vraiment pas. Votre Fidi, c'est un animal qui est de base sauvage, hein, pas celle que vous allez adopter, hein, mais ça descend d'animaux sauvages, ça a des instincts quand même primaires, hein, elle sait ce qu'elle fait, ne vous en faites pas, elle reste plusieurs jours dans sa mue, dans son cocon, c'est normal. Parfois ça peut être très long, je comprends que ça peut être inquiétant, mais c'est normal que ça dure plusieurs jours, voire une semaine, voire un petit peu plus des fois pour certaines Fidi, je pense. Maintenant que vous savez à peu près tout, et que votre terrarium est prêt, bien évidemment, je vous annonce que vous pouvez adopter votre Fidi, enfin! Mais là vous allez me dire, mais où j'adopte ma Fidi? Eh bien tout simplement auprès d'un éleveur, donc par exemple Didipus, vous avez aussi Axiophidippus, vous avez Mantis Passion qui en font, vous avez beaucoup d'éleveurs. Alors moi par exemple, je vous conseillerais vivement Didipus parce que je sais qu'ils font vraiment une sélection stricte sur leurs spécimens pour pas qu'il y ait de consanguinité, pour que ça reste vraiment des souches pures. Mais je suppose qu'il y a aussi d'autres très bons éleveurs, voilà. Moi après c'est parce que je connais bien aussi Didipus, je connais bien leur travail donc je ne peux que vous les conseiller. Surtout qu'ils vous accompagneront extrêmement bien sur l'adoption de votre Fidi, si vous avez des questions etc. Ils sont top, donc foncez chez Didipus tout simplement. Quand vous commandez chez un éleveur, est-ce que vous allez en boutique? Pas forcément, vous pouvez très bien commander sur internet parce qu'on n'a pas tous les éleveurs à portée de main. Hein, vous commandez sur internet, votre Fidi elle arrive dans un petit colis avec ses petites chaufferettes, tout va bien. Un bon éleveur ne vous fera normalement pas forcément d'envoi en hiver parce que c'est un petit peu risqué quand même. Après voilà, vous avez des éleveurs qui peuvent très bien être confiants et vous envoyer les Fidi en hiver, mais bon, c'est quand même prendre un risque, on ne sait jamais. Il faut pas s'inquiéter, en fait tout simplement si vous allez vers un éleveur et qu'il ne veut pas vous envoyer la Fidi en plein hiver quand il y a des températures négatives, ça peut juste être dangereux pour votre Fidi. Vous pouvez aussi en trouver extrêmement facilement en bourse aux reptiles, bien évidemment. En revanche, surtout, ne prélevez pas d'araignées dans la nature s'il vous plaît. Nous avons certaines espèces de salticidés en France, mais ne les prélevez pas dans la nature s'il vous plaît, bien qu'elles soient hyper mignonnes, bien qu'elles soient hyper sociables et qu'elles soient venues sur vous et qu'elles vous aient choisi parmi tant d'humains sur cette planète, ne la prenez pas dans un terrarium. Parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il y a pas mal d'espèces qui sont menacées, même dans les araignées, hein, et du coup qui sont aussi protégées. Donc d'une part, vous n'avez pas le droit de les détenir en captivité, mais en plus, là, vous nuisez à une espèce. Hein. Vraiment, si vous faites ça, vous cassez le cycle de reproduction potentiellement d'une araignée et c'est pas du tout bénéf en fait, ni pour vous, ni pour l'araignée, ni pour personne. C'est pas cool, ne faites pas ça. On touche à la fin de cette vidéo, je pense que je vous ai apporté tous les conseils que j'avais en stock, toutes les petites choses à savoir. Si vous avez des questions, comme d'habitude, posez-les-moi en commentaire, je vous répondrai. Après, je reste pas une professionnelle de la Fidi, mais voilà, j'en ai, donc j'essaie de me renseigner au max. Hein. J'ai chopé 2-3 infos chez Didipus, chez des youtubeurs qui ont fait des vidéos très intéressantes, Biblio, tout ça. J'ai construit mes connaissances petit à petit. Je ne suis néanmoins pas experte ni professionnelle, donc si vous cherchez vraiment des conseils experts, approfondir vraiment, n'hésitez pas à aller vers les éleveurs qui sauront extrêmement bien vous conseiller, étant donné que c'est leur boulot. En attendant, j'espère que vous en avez appris un max quand même, que ça vous a aidé et que ça y est, vous êtes prêts ou prêtes à vous lancer dans l'aventure des Fidi. En tout cas, moi, je vous le conseille vivement parce que c'est une aventure qui est super intéressante, super enrichissante. C'est trop cool. Vous avez un petit bout de nature chez vous. C'est super intéressant à observer. Enfin, voilà, les Fidi, moi, je vous les conseille fois 1000. Petit conseil pour nourrir vos cloportes, si jamais vous avez déjà des reptiles, les mus. Donnez les mus à vos cloportes, ils se régaleront avec ça. C'est pour ça que moi, des fois, vous voyez dans les terras des petits bouts de mus, c'est pour mes cloportes. Et les colamboles aussi. Parce que quand vous faites des sols bioactifs, il faut de la matière organique, hein, bien évidemment. Bref, c'était la petite parenthèse. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma douce compagnie. Et nous, du coup, qu'est-ce qu'on se dit? Bah, comme d'habitude, à tantôt dans une prochaine vidéo.